Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 340 du podcast Touchdown Actu Alain Mattei. Très heureux de vous retrouver en ce lundi. À mes côtés cette semaine, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Grégory, nous sommes réunis en ce podcast du mardi pour parler des finales de conférence. Podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. N'hésitez pas à aller y faire un tour évidemment pour tous vos besoins en hamburger et restauration. Et visite évidemment si vous aimez les reliques musicales hip-hop, rock. Il y a tout ça au Hard Rock Café. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Chiefs 49ers, ce sera l'affiche du Super Bowl. Comment en est-on arrivé à cette affiche? C'est le débrief des finales de conférence. C'est parti. Second and 10 as that Tennessee defense drops back. As Long who tried to make a diving tip, and Mahomes who tiptoes inside the 10, still knocked out. Oh, what a run! Out of this world! Touchdown, Kansas City! Can't stop addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant cuts into the reservation. True funk the pistol that you pay for. This pump the feeling that you stay for. In time I want to be a best. Chiefs 35, Titans 24, c'était la première finale de conférence, elle opposait donc les deux équipes de l'AFC. Cette fois, il n'y a pas eu d'exploit des Titans. Grégory, l'attaque des Chiefs est juste trop forte, trop rapide, et au final on dirait qu'il n'y avait rien à faire. Oui, c'est un peu les mêmes ingrédients qu'on retrouve sur les derniers matchs des Chiefs, mais en l'occurrence ça fonctionne plus que bien. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur, notamment de par leur début de rencontre, de retrouver un petit peu les travers qu'on avait vu contre Houston. Il y a un drop de Travis Kelce dès le premier drive, il y a un début de rencontre en effet où offensivement tout est pas au point, même si c'est surtout la défense qui avait beaucoup de mal à stopper Derrick Henry et ses partenaires. Après c'est sûr qu'on a retrouvé la formule qui fonctionne toujours aussi bien, qui est peut-être un poil caricatural, mais ça on aura le temps peut-être d'en parler dans l'optique des previews, mais ce côté un petit peu dans l'ultra verticalité, et ce qui permet également à Patrick Mahomes de on va dire faire reculer la défense et d'apporter un petit peu plus de variété à son panel de jeu, c'est-à-dire réussir à obtenir les first downs à la course. Et on avait vu que contre Houston ça avait été un facteur assez déterminant dans l'optique notamment du retour de Kansas City. Ça l'a été d'autant plus sur ce match-là, à l'image notamment de son touchdown inscrit juste avant la pause, qui permet notamment à Kansas City de prendre le premier avantage décisif dans ce match vers la route du Super Bowl, on va dire. Patrick Mahomes, donc tu en as largement parlé, 23 sur 35, 294 yards, 3 touchdowns. Son touchdown avant la pause, qui est un peu le tournant du match, on peut le dire quand même, puisque ça fait repasser son équipe devant. C'est un gros coup sur la tête de Tennessee et ils s'en remettent jamais. Très clairement, parce que c'est vrai qu'ils arrivaient quand même, mine de rien, à bien contenir ce jeu au sol, avec un Damien Williams qui, on le sait, peut sortir du chapeau en fonction des situations. Ils ont un peu plus souffert quand Tyreek Hill sortait du backfield, mais ça n'a pas été si symptomatique que ça en l'occurrence. Maintenant, c'est sûr que cette capacité qu'a Patrick Mahomes, ces appuis qu'il a démontré et cette capacité à jouer juste, que ce soit à la passe et à la course, ça a vraiment été un facteur déterminant, et à chaque fois dans des deuxièmes quart-temps qui permettent à Kansas City de se remettre dans le bon sens et de récupérer un momentum qui relâche jamais au final sur le reste de la partie. Il y a une explication possible d'ailleurs à ces débuts de match, mené 24-0 contre les Texans, mené 10-0 puis 17-7 dans cette rencontre. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent
pas démarré comme certaines équipes, je pense aux Patriots de la grande époque ou des choses comme ça, qui vraiment dès le premier drive déroulaient et enchaînaient et imprimaient leur tempo. Là, ça fait 2 semaines de suite que les Chiefs sont un peu lents au démarrage. Bah, c'est vrai que moi, un gros point d'interrogation sur ce match-là, et là encore, je vais pas empiéter sur la preview, mais c'est vrai que la ligne offensive m'a un petit peu intrigué quand même en début de match du côté de Kansas City. On a vu beaucoup de pression sur Patrick Mahomes qui essayait de scrambler un petit peu en vain avec justement pas mal de défenseurs sur le dos assez rapidement pour lui fermer les embouchures. Quand on sait qu'en plus Tennessee est pas non plus réputé cette saison pour avoir un gros pass rush, même si on voit qu'il y a eu quand même un léger mieux pendant les playoffs. Et on s'est aperçu quand même qu'avec une ligne offensive qui devenait un petit peu plus solide au fil du match, ça permettait justement à Patrick Mahomes d'avoir ce temps supplémentaire, cette capacité justement d'identifier ces menaces profondes et justement d'avoir cette double option, on va dire. Et c'est vrai que cette montée en puissance de la ligne offensive, un petit peu comme c'était le cas également contre Houston, avec un J.J. Watt qui a mis beaucoup de temps à être vraiment bien contenu par la O-line de Kansas City, c'est quand même des éléments qui sont inquiétant d'un côté parce que voilà, ça fait quand même 2 fois qu'on constate que justement il y a des petits trous d'air à ce niveau-là, mais on constate aussi qu'il y a un petit regain de forme qui coïncide également avec les performances on va dire croissantes de Kansas City sur l'ensemble du match, quoi. Bon, et encore une fois, ça fait partie des choses dont on parlera dans les previews, mais ce genre de retard au démarrage de la ligne offensive contre San Francisco, ça va être très compliqué à gérer. Il y a petite ligne défensive en face. Ouais, ça risque d'être compliqué. Je reviens juste un petit peu sur l'action dont on parlait, la course de Patrick Mahomes, où il déborde au sol. Est-ce que, selon toi, les règles de ces dernières années sur la protection des quarterbacks jouent pas un petit peu? J'ai trouvé qu'au début de l'action, les défenseurs temporisent un peu parce qu'ils pensent qu'il va sortir. Enfin, je trouve qu'il y a quelques années, il serait peut-être fait un peu couper les pattes un peu plus vite. Ça remet pas en cause la qualité globale de l'action ou l'échappée, mais je trouve que ça temporise un petit peu sur le début de l'action du côté de la défense. Oui, non, c'est peut-être vrai. C'est sûr que maintenant, on attend peut-être un petit peu plus que le quarterback passe la ligne de scrimmage, et c'est sûr qu'avec les quarterbacks modernes qui démontrent en plus avec la jeune classe qui arrive, qui est encore parfaitement capable d'ajouter une menace à la course, c'est sûr que ça peut rapidement se payer cash. On découvre pas en tout cas que les défenseurs sont peut-être un peu plus bridés par rapport au côté un petit peu trop dur qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années. Ça peut en effet avoir eu une incidence au final pour Tennessee. Après si Patrick Mahomes derrière arrive à casser 2-3 plaquages pour aller au touchdown, oui. La fin de l'action, je suis d'accord avec toi que le début permet en tout cas peut-être à Mahomes de prendre de l'élan et d'avoir un petit peu cette impulsion qui est précieuse à l'arrivée, quoi. Oui, non, c'était vraiment sur le début, la fin de l'action. En effet, il n'y a rien à lui reprocher à lui. C'est plus la défense qui se trouve un peu. Et puis donc Mahomes, juste pour les citer, un nombre de cibles incroyable. 7 ballons pour Sammy Watkins, 5 pour Tyreek Hill, 5 pour Damian Williams, 3 pour Travis Kelce, 2 pour DeMarcus Robinson, 1 pour Mecole Hardman. C'est aussi quand même cette multitude de cibles. Tu parlais de la verticalité, mais il y a quand même aussi une multitude de cibles assez incroyable. Et là, Tennessee n'avait pas les armes pour contenir tous ces mecs-là. Et je ne sais pas si quelqu'un les a. Non, c'est sûr qu'il y a pas mal de menaces. C'est vrai que par exemple l'apport d'un Sammy Watkins qu'on voit pas forcément sur tous les matchs, c'était assez précieux, surtout que sur 3e tentative, alors j'ai pas les stats exacts, j'ai vu qu'ils étaient à 60%, mais sur 3e tentative il y a quand même des jeux assez intéressants, assez précieux, encore une fois, là où par exemple en première mi-temps contre Houston il s'était liquéfié dans ce type d'exercice. Là globalement, hormis le drop d'entrée de Travis Kelce, ils ont été quand même assez solides dans cet exercice, avec notamment un Sammy Watkins plein centre qui a vraiment fait du bien, un DeMarcus Robinson qui est sorti parfois quand c'était nécessaire, un Damian Williams bien entendu en sortie de backfield, là où il est presque plus dangereux qu'en simple coureur. C'est sûr que ça fait du bien d'avoir des cibles comme ça du côté de Kansas City. Maintenant il faut les avoir sur tous les matchs parce qu'on voit qu'en effet ça peut être extrêmement précieux au bout du compte. Du côté des Titans, on a eu 8 séries offensives, field goal, touchdown. Jusque-là, tout va bien, on mène 17-7. Derrière, punt, touchdown et échec sur 4e tentative. En fait, ils ont un trou de 3 punts et ça suffit aux Chiefs pour s'envoler. Qu'est-ce qui a calé quand même pour Tennessee? Parce que tout était très bien parti. On se demandait si on n'allait pas en début de match. Bon, voilà, ça part très bien. On se dit on va peut-être avoir des Titans au Super Bowl. On est peut-être parti pour une nouvelle surprise. Et d'autant que le scénario est plutôt bon parce qu'on se dit ils sont devant, donc ils doivent donner le ballon à Derrick Henry et ça doit faire tourner le chrono.
Finalement, ça marche plus. 19 courses, 69 yards, 3,6 yards par course pour Derrick Henry. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça cale du côté de Tennessee? C'est peut-être un peu sévère ce que je vais dire, mais peut-être qu'au bout d'un moment, la présence de Tannehill a peut-être été un peu rédhibitoire. Il n'y a pas d'interception sur ce match. Il passe pas loin en première mi-temps sur un ballon relâché par Bashad Breeland, il me semble, de mémoire. Oui. Après, c'est sûr que le momentum a quand même été assez bien géré, je trouve, par Mike Vrabel en première mi-temps. Après cette interception loupée, il marque quand même le touchdown avec Derrick Henry au sol. Il y a vraiment ce jeu très osé en goal line avec cette réception du tackle Dennis Kelly, qui vient d'ailleurs, je crois, au passage, le receveur le plus lourd à catcher un touchdown en post-season. Il me semble avoir vu passer ça. Oui, c'est le cas. Et du coup, c'est vrai que bon, jusque-là, tout allait assez bien. Après, c'est vrai que c'est un peu le problème avec Tennessee, malheureusement. Alors, c'est une clé qu'on avait identifiée, mais qui forcément devait être mise en application. C'était pas le tout de dire qu'il fallait stopper Derrick Henry pour réussir à enrayer la bonne machine offensive de Tennessee. Il fallait encore le faire. Et du côté de Kansas City, même si au premier abord le run stop a pas été extraordinaire cette saison, le retour d'un Chris Jones, ça fait énormément de bien. Et la capacité d'un Tyrann Mathieu à monter dans la boîte, ce genre de paramètres qui ont du coup, je pense, forcé peut-être un petit peu plus Ryan Tannehill à jouer à la passe, et avec en l'occurrence un résultat pas toujours très heureux. Et ça coïncide en effet avec cette partie de match où Tennessee a dû rendre le ballon assez rapidement, et où il y a un Patrick Mahomes qui a pris feu pour permettre à Kansas City de reprendre les devants. Enfin, c'est pareil, je regardais exactement. Alors attends, j'essaie de retrouver la stat. Il me semble que comme contre Houston, je crois que Kansas City, en deuxième quart-temps, ils mettent 2 touchdowns en 1 minute 40, à peu près 2 minutes. 2-3 minutes au maximum. Donc, mais après, c'est à partir du moment où tu laisses Kansas City prendre feu offensivement, et encore une fois, ça aussi je le répète, j'avais dit contre Houston, mais où ça commence vraiment à partir dans un match avec beaucoup de points, quand on sait que Tennessee avait maintenu New England à 13 points, qu'ils avaient maintenu Baltimore pendant longtemps à 6 points. Voilà, à partir du moment où Kansas City a commencé à prendre feu, du côté de la défense des Titans, je pense que ça s'est peut-être un petit peu effrité. Et puis comme je l'ai dit, la défense, elle a bien tenu au début du match, mais c'est pas forcément la force, le pass rush de cette équipe de Tennessee, donc ça s'est un petit peu payé cash par la suite. Après, c'est pas honteux, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on savait que si ça tournait à l'orgie offensive, entre guillemets, Ryan Tannehill pouvait pas vraiment suivre Patrick Mahomes. Peut-être que personne peut le faire d'ailleurs actuellement, mais voilà, Ryan Tannehill il a 6,7 yards par passe tentée, il est dans des standards, 21 passes sur 31, 209 yards de touchdown, pas d'interception, il est propre, mais il peut pas exploser comme certains quarterbacks en playoff. C'est ça, les stats sont pas déshonorantes sur le papier. Après, est-ce qu'il y a un moment où il a vraiment réussi à vraiment compenser justement le fait que Derrick Henry était un petit peu plus bas au niveau des standards qu'on voit en playoff? C'est là où ça a été un peu plus compliqué. Puis si tu me permets d'enchaîner un petit peu là-dessus, parce que là encore c'est une stat qui est peut-être un peu trompeuse, Tennessee est moins pénalisé sur l'ensemble du match, mais il y a aussi eu des pénalités défensives sur certains moments du match qui se sont aussi payées cash, alors que pourtant Tennessee pendant longtemps en début de rencontre a été extrêmement discipliné, ce qui leur a permis notamment de mener rapidement 17-7. Après le touchdown du 17-7, les 4 possessions suivantes, ça donne 33 yards et 2 first down pour Tennessee, donc clairement ça a fait très mal. Et les deux noms que tu as mentionnés, je voulais revenir dessus. En effet, Chris Jones a apporté énormément. On rappelle qu'il n'était pas là contre les Texans parce qu'il était blessé au mollet. Là, il est revenu, il a joué même pas la moitié, il a joué 23 snaps sur 57 en défense, donc ils l'ont mis vraiment à dose homéopathique quand ils avaient besoin de lui, mais la différence elle est incroyable. Quand il est là, la défense réussit 7 pressions et 3 sacs. Quand il n'est pas là, c'est 1 pression et 0 sac. Donc Chris Jones déjà est un apport énorme, et tu l'as dit, Tyrann Mathieu derrière était un peu partout avec 9 plaquages et une passe défendue. C'est les playmakers de cette défense. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, comme le dit Frank Clark, ils ont la meilleure défense du monde actuellement? Oui. Je pense que c'est un peu allé loin. Bon, on sait qu'il a eu des problèmes avec les produits interdits, Frank Clark. Je pense qu'il en avait consommé 2-3 avant sa déclaration d'hier. Mais non, après, très franchement, voilà. Frank Clark, là aussi, son rôle a été important pendant ses playoffs. Le rôle d'un Terrell Suggs également, qui est capable, notamment sur des troisièmes tentatives. Il n'est pas passé loin d'une interception, il me semble, également sur ce match-là. Mais c'est vraiment des joueurs qui sont capables, là aussi, dans une défense qui n'est pas toujours hyper régulière, mais en tout cas, qui a des joueurs cadres, des joueurs d'expérience qui sur des moments clés peuvent quand même réussir à faire déjouer l'attaque adverse.
Après, je pense qu'ils auront une équipe un poil plus haut niveau, un poil plus calé que ce qu'ils ont pu voir contre Tennessee ce week-end. Les Titans, la suite c'est quoi? Est-ce qu'on garde Ryan Tannehill? On garde pas Ryan Tannehill? Qu'est-ce qu'on améliore? Ça me paraît compliqué de pas le garder quand même, vu ce qu'il a montré. J'en parlais, hein, je restais quand même assez sceptique sur le fait que Tennessee allait être capable d'enchaîner 2 saisons de suite à un tel niveau, en tout cas dans la foulée de ce qu'avait proposé Ryan Tannehill depuis sa titularisation. Après, l'effectif, il est quand même relativement complet. Il y a beaucoup de jeunes joueurs extrêmement prometteurs, avec notamment en attaque les stars offensives que vont être Derrick Henry et Jay Brown, les joueurs en défense que vont être Kevin Byard, Adoree Jackson ou Rashaan Evans, ce type de profil-là. J'oublie pas Jeffrey Simmons, bien entendu. Donc vraiment, il y a une belle petite ossature. Ce serait pas du luxe, je pense, d'améliorer le pass rush. Peut-être également la ligne offensive, surtout qu'on sait que Jack Conklin va être free agent et a quand même coûté un peu cher hier avec quelques mouchoirs de pénalité qui étaient évitables. Donc peut-être considérer un petit peu ces secteurs-là. Après, pour le reste, très franchement, Ryan Tannehill, il a démontré que sans être un top 10, top 15 quarterback de la ligue, il était capable de donner vraiment de la cohérence à cet effectif. Ce qui, malheureusement, c'est triste à dire pour lui, ce qui n'avait jamais vraiment été le cas depuis l'arrivée de Marcus Mariota en NFL, quoi. Bon, ce sera une des intrigues de l'intersaison pour Tennessee, puisqu'on rappelle que Ryan Tannehill sera libre de tout contrat, donc il va aussi savoir à quel prix il va falloir savoir à quel prix il revient, s'il revient. Évidemment, tout ça, ce sera l'intersaison, et on en parlera largement dans les previews de la free agency, de la draft, etc. Mais c'est de la tradition, on vous donne un petit avant-goût de tout ça quand on dit au revoir à une équipe sur les résumés de match. On enchaîne avec la conférence NFC, 49ers 37, Packers 20. Alors là, il n'y a pas eu de match, ou presque, 27-0 à la mi-temps, c'était plié. Qu'est-ce qui a causé la perte des Packers sur ce match, Grégory? Est-ce que c'est la défense qui a quand même un peu ouvert les portes? Alors dans une certaine mesure, on va parler, les 49ers ont aussi très bien joué le coup. Donc est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est l'attaque qui a causé la perte de Green Bay? Malheureusement sur ce match-là, alors l'attaque, encore une fois, on découvre pas les mots des Packers cette saison. C'est vrai qu'on avait été agréablement surpris par la prestation d'Aaron Rodgers, notamment contre Seattle, avec quelques jeux clés, notamment sur troisième tentative, qui avait fait beaucoup de bien à Green Bay pour atteindre cette finale de conférence. Après, offensivement, il y a un Aaron Jones qui a été assez bien maîtrisé d'entrée. Mais un Aaron Rodgers qui a eu beaucoup de mal à se connecter, notamment avec ses receveurs, Davante Adams en tête. Et c'est vrai que en face, la défense a pas forcément permis, sitôt passé les 2 premiers drives, a pas forcément permis de stopper, on va dire. Je pense à les 2 premiers, le tout premier drive, pardon, parce que le deuxième c'est un TD, a pas vraiment permis de stopper, on dira, l'hémorragie. Et on est retombé un petit peu dans les travers qu'on avait vu lors du match de saison régulière. Avec une équipe qui paradoxalement paraissait pas préparée. Je sais pas si elle était pas préparée, en tout cas manifestement elle n'avait toujours pas de réponse, alors que paradoxalement elle avait joué cette attaque de San Francisco, alors que globalement les ingrédients n'ont pas été si différents que ça par rapport à ce qu'avaient proposé les Niners en saison régulière. Et c'est sûr que là, sur ce match-là, San Francisco a pas eu à forcer son talent, avec un jeu au sol qui a encore été extraordinaire, avec encore une fois des solutions qui ont été trouvées, la ligne offensive qui a définitivement annihilé le front seven adverse. Alors, et on va y c'est venir. sûr que excuse-moi, tu voulais d'abord parler de la défense de... Alors, pas de la défense, de l'attaque de Green Bay. On va venir au jeu au sol des 49ers, mais t'as parlé de l'attaque de Green Bay, donc on va partir là-dessus d'abord. Est-ce qu'on doit quand même, moi je voudrais venir là-dessus, et il peut pas y échapper parce que c'est quand même un grand joueur, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Aaron Rodgers? Parce que ces dernières années, on a beaucoup parlé de Tom Brady, on a beaucoup parlé de Drew Brees, déclin, pas déclin, signe, pas signe. J'ai pas l'impression que la question soit venue pour Aaron Rodgers ces dernières années, et j'ai l'impression qu'il serait temps qu'elle vienne. Parce que il a quand même 36 ans. Alors encore une fois, les 2 phénomènes que j'ai cités, Brees et Brady, nous ont habitués à des trucs stratosphériques jusqu'à 40 balais. Mais 36 ans, c'est quand même un âge significatif pour un quarterback, ou en tout cas jusqu'à il y a peu. Il a perdu 3 ballons sur ce match. Et il était en difficulté sous la pression pendant toute la première mi-temps. C'est plus le Aaron Rodgers qu'on a connu, c'est plus le Aaron Rodgers MVP. J'ai tendance à te rejoindre. Après, c'est vrai que c'est un joueur qui jouait beaucoup, je trouve, sur un placement assez intelligent, à l'instar d'un Drew Brees dans la poche. Et j'ai l'impression que, alors peut-être du fait des blessures, on sait que c'est un joueur qui a quand même eu 2 blessures importantes, notamment en 2013 et en 2017, il me semble, de mémoire.
Peut-être qu'aujourd'hui ça se paye, mais c'est vrai que cette mobilité, elle se ressent plus forcément autant. Et c'est vrai que je trouve même qu'en termes de lancer, il devient presque un poil caricatural dans ses fenêtres de tir. Il a presque tendance à me rappeler un peu, je vais encore me faire des amis, mais il a presque tendance à me rappeler un Philip Rivers dans le côté un petit peu trop, machinal. Je sais pas si c'est très français comme terme, mais ouais, le côté vraiment, à chaque fois, c'est systématiquement le même lancer, la même façon éventuellement d'aller chercher son receveur, sans forcément beaucoup de, je sais pas comment dire ça, c'est beaucoup d'aptitude à prolonger le jeu, à laisser justement la capacité à son receveur de se démarquer. Et c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que oui, ça lui permet de lancer le ballon rapidement et éventuellement de trouver des cibles rapides. Sauf que là encore, il n'a pas une escouade de receveurs, hormis Davante Adams, qui a quand même été globalement bien maîtrisé sur ce match-là. Il n'a pas non plus un groupe hyper satisfaisant. On sait qu'il y a eu la blessure d'Equanimous St. Brown, mais ça reste un groupe extrêmement jeune. Et un joueur comme Allen Lazard, un joueur comme Jimmy Graham, qui lui pour le coup est plutôt en fin de parcours, c'est des cibles qui restent un petit peu en difficulté. On a essayé de trouver un petit peu Aaron Jones et Jamal Williams en sortie de backfield, et San Francisco a parfaitement réussi à anticiper et à identifier ses fenêtres de passe. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, j'ai presque envie de dire que le jeu d'Aaron Rodgers, il devient presque caricatural, un petit peu trop stéréotypé pour une défense de San Francisco qui est capable de mettre la pression, et qui a également des joueurs sur le deuxième rideau capables de parfaitement couvrir et d'anticiper ces fameux lancers un petit peu trop répétitifs. Alors voilà, moi je lui mets pas tout sur le dos, je voulais ouvrir le débat, mais en effet, là où tu as totalement raison, c'est que le groupe autour de lui n'est pas optimal. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes joueurs, il y a un Davante Adams qui est grosso modo assez seul en termes de cible de qualité reconnue dans la force de l'âge. 9 réceptions, 138 yards pour Davante Adams, mais autour en effet c'est faible. Et encore une fois, c'est pour ça que je parlais de Brady et des autres, c'est que le débat il est un peu le même. Brady, on parlait de son niveau, etc., mais de ce qu'il y a autour. Là, c'est Rodgers, c'est pareil, mais il va falloir mieux l'entourer si on veut tirer le meilleur de lui. Après, alors autant moi je l'ai trouvé déplorable dans l'attitude pendant tout le match, parce qu'il avait l'air fermé, il avait l'air de traîner il avait pas l'air d'avoir envie d'être là en fait, je sais pas comment le dire autrement, mais il avait un langage corporel qui était assez déplorable. Alors je voulais en parler dans mon flop, mais autant qu'on y est, hein. Il avait l'air d'avoir envie d'être là autant que moi pendant la seconde mi-temps, si tu veux, alors que moi il était 4h du matin et que j'étais en train d'attendre d'écrire le résumé, mais à côté de ça, en conférence de presse, il dit la fenêtre est encore ouverte et il est plutôt positif. Ouais, mais alors si tu veux, moi à un moment donné, c'est sûr que je veux bien, moi aussi j'ai beaucoup aimé Aaron Rodgers, ce qu'il proposait notamment en 2010 lors de l'année qui permet à Green Bay d'être sacré. Maintenant, c'est vrai que mentalement, c'est un joueur qui pose quand même beaucoup de questions. Des joueurs comme Brady ou comme Brice, ils en sont aussi là où ils en sont à leur âge, c'est aussi parce que mentalement, je veux dire, c'est des mecs qui sont en béton armé, quoi. Et Aaron Rodgers, on sait qu'il y a eu des différends avec McCarthy, on a dégagé McCarthy en disant voilà, visiblement le problème c'était le head coach, on va mettre un entraîneur principal avec une mentalité offensive qui pourra un peu plus s'acclimater, on dira, au bon vouloir de la vedette, du quarterback vedette. Et on se rend compte au final que, je veux pas dire qu'Aaron Rodgers a traversé la saison comme un fantôme, parce que statistiquement, il n'y a pas énormément de déchets, il y a des statistiques qui restent dans les moyennes de ce qu'il a proposé depuis son arrivée dans la ligue. Mais c'est pas, voilà, toute la saison on en a parlé, c'est pas hyper folichon. C'est un quarterback qui est censé être un candidat crédible au Hall of Fame dans quelques années, et on le sent pas capable de faire vraiment d'élever le niveau de son équipe en attaque. Et c'est un peu ce qui a été problématique tout au long de cette saison. Et comme tu dis, sur un tel événement, quand on sait la saison, alors en dents de scie, il y a une saison à 13-3, mais quand on sait que tout n'a pas été hyper rassurant de la part de Green Bay, voilà, là on aurait pu se dire bon bah voilà, sur ce match-là il va faire taire des bouches, pour reprendre un terme qui revient beaucoup à la mode. Et au final, il était là, il s'est dit bon voilà, la défense est pas dedans, bon bah tant pis, l'aventure était sympa quand même. C'est un peu dommage quand tu sais le profil du bonhomme et l'expérience qu'il peut apporter à cette équipe. Je viens de regarder l'attaque des Packers en saison régulière. Cette année, elle a gagné 24 yards de moins par match en moyenne que l'an dernier avec McCarthy. Donc c'est vrai que, en tout cas, Matt LaFleur, qui était censé arriver là comme coach offensif, qui devait s'entendre avec Aaron Rodgers, etc., l'effet n'a pas été immédiat. En tout cas, on peut dire ça comme ça. C'est sûr.
Par contre, tu me permets Vas-y. juste de rectifier une bêtise que j'ai dite, parce que j'ai expliqué que Davante Adams a été globalement bien maîtrisé. C'est surtout qu'il a été très isolé, je trouve, sur ce match. Voilà, c'est pour rectifier une bêtise que j'ai dite tout à l'heure. Excuse-moi. Oui, non, c'est vrai qu'il était en effet assez seul. On l'a déjà dit, on va y venir justement parce que je sens que tu brûlais d'impatience d'en parler. La défense donc de Green Bay a été humiliée par le jeu au sol des Niners. 42 courses, 285 yards, 6,8 yards par course. On l'a déjà dit, ce jeu au sol de San Francisco est dingue. La ligne, les choix de jeu, Raheem Mostert sur ce match, agile, rapide, voilà. Mais on dirait, alors évidemment, on n'enlève rien à Raheem Mostert. 29 courses, 220 yards, 4 touchdowns à lui tout seul. Il était insaisissable, il était superbe. Mais on dirait que ça pourrait marcher avec n'importe quel coureur, ce que fait Kyle Shanahan. Bah écoute, pour le coup, je me suis amusé à dresser une petite liste de noms parce que, encore une fois, je te rejoins. C'est vrai que Raheem Mostert, il a en effet cette vitesse et cette capacité d'accélération qui le rend extrêmement dangereux, notamment parce que ça aussi c'est pareil, il y a la capacité à lui libérer des brèches. Maintenant il y a beaucoup de plaquages qu'il a réussi à casser sur ce match-là contre une défense en plus qui est censée être hyper disciplinée. Donc il y a des yards qu'il est vraiment allé chercher lui-même et que la ligne offensive lui a pas uniquement donné. Maintenant fondamentalement c'est vrai que si tu regardes bien sous l'ère Shanahan, il y a quand même eu Alfred Morris à Washington, il y a eu Isaiah Crowell et Terrence Webb à Cleveland, il y a eu Devonta Freeman à Atlanta. Enfin il y a eu tout un tas d'exemples où tu te rends compte que, alors à un degré moindre, il y avait quand même, il y a Steve Slayton et Arian Foster à Houston. On sait que Foster ça continuait par la suite, mais il y a toujours cette capacité en effet à sortir un running back presque de nulle part. Et là en l'occurrence, ils ont un comité de coureurs qui, en fonction des journées, va être capable de performer. Contre Minnesota, c'est Tevin Coleman qui s'était révélé avec un match à peu près 120 yards, il me semble de mémoire. Là en l'occurrence, Raheem Mostert a réussi à vraiment prendre à défaut ce run stop de Green Bay et encore une fois, comme je disais, à casser d'entrée la bonne dynamique de cette défense des Packers. Donc après tout a suivi tranquillement, et du côté de San Francisco, on a aussi profité. Alors je dirais pas des erreurs adverses, en tout cas on s'est pas gêné pour mettre la tête sous l'eau de l'adversaire, parce que ça c'est ni en attaque ni en défense, oui. Mais on prend le punt loupé par exemple de J.K. Scott alors que le score est quand même déjà assez à l'avantage de Green Bay. Voilà, on va dire que c'est c'est un premier round de boxe, on va dire, où les Packers sont groggy d'entrée, et puis après ils commencent à taper dans le vide et ils s'exposent très clairement au fait que l'adversaire va les achever, quoi. Le punt, le fumble aussi, qui est exploité derrière. Enfin, oui. Tous les points sont, toutes les erreurs sont exploitées. Alors que Green Bay commençait enfin à avancer offensivement, et c'est vrai qu'on a ce snap manqué de manière un peu grotesque qui permet encore une fois à San Francisco de tuer tout suspense très très rapidement. Mais ce qui est le plus impressionnant pour moi, c'est vraiment, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'un coureur prend le ballon à San Francisco, il y a la mer qui s'écarte devant, quoi. Les brèches sont immenses, et si tu rajoutes à ça la vitesse de Mostert, le mec est intouchable. Personne n'arrive, il se balade, il se balade entre les défenseurs, et hop. Et c'est que des courses de touchdown. Je crois qu'il y en a une de 30, une de 19, enfin je sais plus. C'est vraiment une balade. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est comment Green Bay n'arrive pas à l'arrêter une seule fois, alors qu'on sait ce que vont faire les Niners. Il y a un drive dans le troisième quart-temps où il y a 7 courses de suite pour 79 yards. Ils vont au touchdown sans lancer une seule passe. C'est un drive avec que des courses. Comment ça se fait que Green Bay n'arrive pas à stopper ça ? Au moins un peu. Parce que c'est toujours pareil. Après, nous, c'est pour ça que des fois, quand on analyse un petit peu au niveau des previews, on identifie des clés au niveau des match-ups, tout ça, machin. Mais voilà, je veux dire, à partir du moment où c'est bien exécuté, de toute façon, on peut avoir les meilleurs coordinateurs défensifs en face. Et le truc c'est que ça fonctionnera pas, et là en l'occurrence Mike Pettine c'est quand même pas le premier venu en termes de coordinateur défensif. J'en avais parlé avant le match, c'est vrai qu'en plus il y a un petit passif entre Shanahan et Pettine, donc je pense pas qu'il soit arrivé la fleur au fusil en se disant finalement cette attaque on va l'avoir à l'usure. Sauf que voilà, on n'est pas du tout dans le cliché, on dira, du running back qui court plein centre en espérant trouver la brèche. En effet, c'est toujours des linemen qui sont vraiment hyper mobiles et hyper capables de se montrer actifs, de vraiment, comme tu dis, ouvrir carrément la mer en deux presque pour permettre au running back de prendre l'ascendant. Et voilà, on n'est plus forcément dans cette habitude d'investir. Je pense que Kyle Shanahan, à l'image de Matt LaFleur, parce que je l'ai dit, c'est deux mentalités similaires. C'est vraiment cette nouvelle manière de repenser l'attaque, de plus forcément s'attarder sur un running back qui va être superstar, type Le'Veon Bell chez les Jets sur la dernière intersaison.
ou si il n'y a pas de ligne offensive, il n'y a pas forcément faire des miracles. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la ligne offensive qui a un rôle hyper prépondérant. Et sur ce match-là, c'est encore criant, même si, encore une fois, c'est pas dénué le travail de Raheem Mostert qui fait quand même 200 yards et 4 touchdowns sur cette seule partie, quoi. Oui, non, mais encore une fois, lui, il est exceptionnel. Même son style de course et tout, c'était un régal dans ce match. À la passe, évidemment, donc on a dit énormément de courses. 8 passes seulement pour Jimmy Garoppolo, 6 sur 8, 77 yards, c'est sa fiche. C'est la 3e fois seulement de l'histoire des playoffs qu'un quarterback tente moins de 10 passes dans un match, parce que il faut le rappeler, on a beaucoup parlé de Ryan Tannehill dans les premiers matchs de playoffs, c'était contre les Titans et les Ravens. On avait dit il a complété 7 et 8 passes, mais il en avait tenté 15 contre les Patriots et 14 contre les Ravens. Là, Garoppolo n'a carrément tenté que 8 passes. On en revient à la même chose, c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que est-ce qu'ils tentent peu de passes parce que ils préfèrent le sol et qu'ils n'ont pas, alors je vais pas dire ils n'ont pas confiance en Garoppolo, ce sera un bien grand mot, mais tu vois l'idée, ils préfèrent le jeu au sol, ou alors est-ce qu'ils tentent pas de passes juste parce qu'ils n'ont même pas besoin en fait, quoi. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce... Moi, je me posais la question justement, parce qu'il y a la question qui va être posée forcément dans l'optique du Super Bowl. C'est vrai que à l'époque d'Atlanta, je pense que Shanahan jouait beaucoup sur sa principale arme, qui était le jeu à la passe, qui était le plus établi. Et on va dire que le jeu à la course arrivait presque en plus, de par sa capacité justement à développer un jeu au sol vraiment redoutable et hyper mobile. Là, du côté de San Francisco... je pense qu'il a identifié que Jimmy Garoppolo était pas forcément l'un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue et qu'il avait même pas forcément besoin d'un quarterback qui lance en effet pour potentiellement 300-400 yards. Donc Jimmy Garoppolo, il est plus là pour assurer, en l'occurrence il le fait très bien, hein, 6 sur 8 sur ce match-là. C'est toujours la même chose, c'est comme contre Minnesota dans le sens où quand il y a des downs qui restent décisifs et où il lui fait confiance, globalement il les convertit, avec un Deebo Samuel qui je trouve gagne vraiment en carrure au fil des semaines et peut vraiment être le receveur numéro 1 de San Francisco dès la saison prochaine, enfin incontestable. George Kittle sur ce match-là, et c'est presque ce qui fait peur en l'occurrence du côté de San Francisco, c'est que ce match-là il le gagne facilement avec un George Kittle qui n'a pas été spécialement utilisé, qui catch le seul ballon qu'on lui a lancé, qui provoque un flag sur 3e tentative. Enfin voilà, et c'est aussi ce qu'en fait une équipe hyper menaçante, c'est que il y a des cibles qui sont facilement identifiables pour Garoppolo. Et je dirais presque un petit peu dans le modèle de Lamar Jackson avec Marquise Brown et Mark Andrews. C'est vrai qu'il y a ces deux cibles qui permettent éventuellement à Garoppolo de faire avancer le ballon. Mais on se dit, à partir du moment où l'adversaire n'est pas capable de stopper notre jeu au sol, Garoppolo, on l'utilise s'il y a vraiment besoin de l'utiliser. À l'inverse d'une équipe comme Green Bay, qui avec un Aaron Rodgers globalement moyen, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, a été obligé de forcer son talent, on dira, en début de match, de par le scénario. Donc oui, Garoppolo, pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin de lui faire lancer énormément de ballons, quand on voit qu'en plus, ils battent Minnesota et Green Bay relativement facilement. Tu l'as dit, on va revenir encore plus en profondeur sur tout ça dans la preview du Super Bowl. Ce sera lundi prochain avec Raphaël Masmejean. On va partir avec un petit mot sur les Packers. Les priorités de l'intersaison selon toi? C'est compliqué, il y a des équipes complètes quand même. Hein. Si on est en finale de conférence, c'est qu'il y a quand même... oui, il faudra quand même, je pense, des cibles. Moi, je continue de penser qu'il faut un running back dans cette équipe. Mais un vrai running back, un vrai joueur capable d'être une menace... alors crédible, encore une fois, c'est difficile. Mais je pense qu'Aaron Jones, a ce double profil-là. Et je pense qu'il sera encore plus précieux dans un duo justement avec un coureur un peu le même profil que Derrick Henry, ce type de profil-là qui vraiment, on va dire, fatigue le run-stop adverse et permet justement à Aaron Jones d'être encore plus dangereux que ce qu'il a été tout au long de cette saison. Et je ne pense pas... Enfin, c'est le même profil qu'un Jamal Williams, mais justement avec un peu plus de percussion, justement. Je pense que ça ferait pas de mal à Green Bay et ça retirerait encore plus de pression sur Aaron Rodgers. Après, oui, on est d'accord, offensivement, oui, très clairement, le poste de receveur sera sûrement à considérer pour avoir un peu plus d'impact à ce niveau-là. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Grégory, 2 matchs seulement, évidemment, donc ça fait moins de choix. Quel est ton top de la semaine? J'en ai plusieurs. Je sais pas lequel toi t'allais choisir, mais non, j'aime bien quand même J'aime bien
l'histoire Kyle Shanahan, forcément, bon, on sait que ça m'embête un petit peu d'un certain côté, mais ça après c'est pas contre le personnage par rapport à ce qui s'est passé en 2016. Mais encore une fois, voilà, ça montre que c'était pas un feu de paille et qu'en effet, ça reste un coach. Enfin, tu vois, on nous vend des histoires avec les Adam Gaze, les coachs comme ça. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Enfin, là, pour le coup, en termes de génie offensif, je pense que ces dernières années, on a rarement fait aussi bien qu'un Kyle Shanahan. Et la grande transformation dont on nous parle, elle est aussi liée au fait que Shanahan, petit à petit, a réussi à développer cette attaque et à donner justement à San Francisco un air extrêmement crédible. Et très franchement, c'est tout à son honneur. Et puis bon, en plus, je pense que les Packers vont arrêter de vouloir l'affronter en finale de conférence nationale, puisque il me semble qu'en 2016, c'est déjà eux qui avaient pris très très cher contre Atlanta vers la route pour le Super Bowl. Non mais oui, totalement d'accord avec ça. Moi j'avais déjà mis le jeu au sol des Niners en top la semaine dernière, donc je vais pas le mettre deux fois, mais un joli top pour Raheem Mostert. Alors j'avais prévu de donner des détails, mais je vais plutôt faire un teasing parce que je viens d'en discuter avec Jean-Michel Boujard qui a rédigé son portrait pour notre série d'articles de présentation du Super Bowl. Donc il y aura un portrait de Raheem Mostert sur le site et je vous encourage à le lire. C'est vendredi si je dis pas de bêtises, mais ça arrive vite et il y a plein de belles anecdotes. C'est un joueur qui a une histoire quand même très très particulière et il a été coupé de nombreuses fois avant de trouver une maison à San Francisco. Il a été coupé 6 fois dans sa carrière. Et il y a des belles anecdotes là-dessus, donc je vous conseille le portrait à venir sur le site. Et mon premier top, c'était l'affiche du Super Bowl, parce qu'on va pas se mentir. J'avais dit une bêtise dans le fauteuil juste avant les matchs, parce que j'avais dit Mahomes, Rodgers, ça aurait de la gueule, voilà, etc. Mais ça m'a bien donné tort, parce que le collectif des 49ers, c'est quand même bien plus beau que ce que pouvait proposer Green Bay. Donc je suis bien content que ce soit les Niners qui soient passés finalement après ce qu'on a vu. Et cette affiche quand même... et puis c'est une affiche de renouveau, quoi. Pour une fois, il n'y a pas un Brady, il n'y a pas un Breeze, il n'y a pas un Rodgers, il n'y a pas un Manning, il n'y a pas un ce que vous voulez, un Roethlisberger ou voilà. Donc ça va être. Je suis vraiment impatient. Ça fait longtemps que j'ai pas été impatient de voir un Super Bowl comme ça. Et donc cette attaque des Chiefs contre cette défense des 49ers, forcément, on va en parler un long moment avant le match. On a 15 jours pour en parler de toute façon. Voilà, j'adore cette affiche. Bah, et puis si tu me permets, alors, moi l'autre top que je voulais mettre forcément. Alors on sait que j'étais un peu sceptique sur ce joueur-là, mais enfin, Patrick Mahomes, c'est quand même un joueur hyper fun à avoir joué. Il me rappelle vraiment Brett Favre dans le côté je m'amuse sur un terrain. On sent qu'il vit sa rencontre. Tu parlais d'Aaron Rodgers tout à l'heure. C'est compliqué de dire d'un Patrick Mahomes, ah tiens, il est un peu mou, il est un peu plat. Là, pour le coup, tu t'es vraiment dans une finale de conférence. Tu vis le match à fond, quoi. Et c'est ça qui est assez plaisant à voir quand tu regardes jouer un joueur comme Mahomes. Bah c'est ça, et puis en tant que spectateur ça reste un jeu, quoi, quand même, donc c'est quand même plus drôle quand les mecs ont l'air de s'amuser aussi plutôt que de s'ennuyer. Moi ça m'envoie sur mon flop, mais du coup je me permets de le lancer en premier vu que c'était ça, hein, c'était Aaron Rodgers, j'en ai parlé. Ouais, ça sentait la déprime, quoi, et dès le début il y avait vraiment moi je trouve qu'il avait encore une fois c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais il y avait un langage corporel et un truc vraiment négatif qui se dégageait d'Aaron Rodgers toute la soirée, quoi. Donc et comme tu dis, il a quand même tendance à être un peu ronchon, et au bout d'un moment, même pour la vie en équipe, etc. Et pour tirer les coéquipiers vers le haut, je vois pas ce que tu pouvais tirer de motivation quand tu regardais dans les yeux d'Aaron Rodgers hier soir, quoi. Donc c'est déjà, si t'as pas un très grand groupe de cibles, c'est compliqué, mais alors si en plus tu leur fais cette tronche là toute la soirée, bah c'est un peu particulier. Voilà, je me suis permis de passer devant, je te laisse faire ton flop. Bah mon flop c'est un flop à la con, hein. Mon flop c'est les Niners, parce que du coup on n'aura pas le State Farm Bowl au Super Bowl. C'est vrai que tout le monde est marqué par cette pub. Ouais. non, mais blague à part. Non, alors ça, bon, c'est un truc, forcément, on va me dire, ça fait partie du jeu, etc. J'ai toujours autant de mal avec les facéties de Richard Sherman, mais bon, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est un joueur qui est loin d'être con, en plus, c'est ça qui m'embête un peu, et il y a toujours cette mentalité un peu receveur, corner. Mais alors, tu parles de quoi, du coup, en l'occurrence? Bah, il y a eu cette déclaration pendant toutes les playoffs, c'est moi de nouveau le meilleur, etc. Alors il a été un peu pris à partie, c'est vrai, par Darrell Revis sur Twitter, et bon, forcément il va pas se gêner pour répondre, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu onanisme virtuel qu'aime bien Michael Thomas également, le receveur des Saints, ces derniers temps. Et donc voilà, je trouve ça un peu fatigant, le côté trash talk. Bon, on n'y échappe pas. Après, bon, quand ça reste sur un terrain, c'est sympa. Quand sur les réseaux sociaux, c'est sans arrêt. Je trouve ça un peu dommage, parce que encore une fois, je trouve que ça donne une image un peu arrogante de l'équipe.
Et tu vois, typiquement, pour prendre le cas de San Francisco, je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faille caractériser cette formation. Donc, c'est ce que je trouve un peu dommage. Après, on va dire que ça fait partie du charme du personnage. Moi, j'ai du mal à partager cet enthousiasme pour ce type de profil. Oui, parce que j'ai vu que Darrell Revis l'avait un peu embrouillé pendant le match en disant qu'il n'osait pas couvrir Davante Adams en homme à homme et qu'il fallait pas qu'il se cache, Oui, non, mais voilà, etc. Après, Darrell Revis, c'est pas un ange, encore une fois. Hein, Ouais, je veux dire, encore, ça fait partie. Il trash-talkait aussi. Hein, il s'exprimait un peu moins dans les médias, mais bon, il trash-talkait aussi pas mal. J'ai un trou. Revis, il prend une bague sur la saison qui passe à New England ou pas? Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est ça. Et ouais, exactement. Donc. Il y a des travaux, hein, c'est ça. Oui, aussi, je salue mon voisin d'ailleurs, hein, qui a attendu le podcast exprès pour sortir la perceuse. non mais oui, après en effet du coup il a répondu un peu sèchement à Darrell Revis, mais je vois ce que tu veux dire. On va terminer avec vos questions. Les questions cette semaine, alors encore une fois on vous a pas laissé beaucoup de temps parce qu'on a mis l'article lundi matin sur le site et on enregistre un tout petit peu, après on a enregistré à 18h30. Grégory, on va commencer par une question qui ressemble à une preview Super Bowl. Quelle recette multi-caféinée, vitaminée conseillez-vous pour le soir du Super Bowl? On donne un petit avant-goût de la preview Super Bowl. Moi je sais pas si je conseille, hein. Moi généralement j'aime bien la Red Bull. Mais avec modération, bien entendu. Mais après. C'est toi qui Non, c'est pas toi qui avais instauré la tradition Red Bull pendant les nuits draft. Ah, c'est pas impossible. Je l'ai pas fait à toutes les drafts, mais. Je me demande si ça avait pas commencé avec Guillaume qui les faisait avec nous les premières. Peut-être. Alors après, moi, je t'avoue que je me demande. J'aurais été curieux de le faire lors de la dernière draft quand on se rappelle de mon débrief qui avait non, suivi. T'en fais pas. Non mais oui, ça fait peut-être pas que du bien, mais en tout cas, ça m'a bien aidé à tenir pendant toute la nuit. Ouais. Mais en fait, parce que moi je dis ça parce que j'ai le souvenir justement que les premières drafts c'était devenu une sorte de tradition et j'en buvais une fois par an, c'était à la draft et je trouvais ça assez immonde en fait au niveau du goût. Je trouvais que ça avait un goût de médicament. Mais c'est pas top. Ça passe, hein, après je sais pas. Moi ça m'avait pas écœuré plus que ça, mais bon. Mais c'est pas tout. Je répète, hein, c'est vraiment pour les événements exceptionnels où je sais qu'il va falloir que je veille relativement longtemps quand même. Après, moi, on vous le dit, on en a discuté hors antenne juste avant, mais moi je disais à Grégory, pour tenir les nuits, plus je vieillis, plus justement j'épure et je suis à l'eau et au plus sain possible, pas de sucreries, rien. J'en ai parlé pendant le fauteuil aussi. Après, je le dis, hein, moi qui travaille de nuit, il n'y a rien de mieux que le café et deux produits protéinés à 2h du matin. Là, vous êtes sûr de tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu appelles des produits protéinés? Des œufs durs, du jambon. Ah ouais, d'accord. Voilà, ce genre de produits. Ouais, pas bête. Quel coaching staff a été le plus innovant durant les playoffs? Question de Dop. Michael Shanahan a été, je sais pas s'il a été innovant, mais il a été impressionnant. Oui, en tout cas, il a été aligné de ce qu'il proposait. Après, encore une fois, là aussi, c'est peut-être pas s'avancer, mais dans un sens, quand ça se situe, je le disais tout à l'heure, ce côté vraiment hyper vertical qui est mis en avant, notamment avec les flèches Hill, Watkins, Hardman. On va dire que c'est deux écoles offensives différentes qui vont s'affronter, mais deux styles vraiment très particuliers et dans des attaques qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de cette manière-là en tout cas dans la NFL moderne. Donc c'est sûr que oui, on peut citer Andy Reid et Kyle Shanahan et c'est pas complètement illogique de les retrouver en l'occurrence en finale. Question de Girl Power, petite question de la plus haute importance. À combien estimez-vous l'efficacité du régime annoncé par Andy Reid pour entrer dans ses costumes? Je sais pas si tu as vu la déclaration. Non, en fait, en conférence de presse, donc il lui disait vous allez au Super Bowl, etc. Et en fait, de lui-même, il a dit je suis hyper content d'aller à Miami, je vais faire un petit régime pour pouvoir rentrer dans mes fringues et après on fera ce qu'on a à faire. Donc je sais pas s'il parle de ses costumes ou pas, mais bon après il y a de la masse, hein, il peut perdre quand même quelques grammes d'ici 2 semaines en étant efficace. Ouais, peut-être. Bon après, voilà, moi plus le régime, du coup c'est la tenue qui m'intéresse parce qu'on sait qu'Andy Reid, il est quand même habitué à avoir des tenues un peu colorées. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu short et chemise sur le bord en bord de plage, donc je me dis que le fait d'aller à Miami, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que Atlanta, il aurait déjà été un peu plus, pour reprendre l'exemple de l'année dernière, il aurait peut-être été un peu plus discret, on va dire. Là, à Miami, il peut peut-être se laisser un peu plus aller sur des sorties médias ou ce genre de choses. Alors, question plus football, a-t-on vu cette année le vrai Ryan Tannehill avec un bon coach et du coup l'année prochaine il explose tout, ou fait-il partie des étoiles filantes dont la NFL nous régale chaque année, pardon. J'ai envie de dire que c'est un peu l'entre-deux, non? Oui. Justement, on a vu qu'il c'est un quarterback régulier, qui va peut-être pas faire tout exploser, mais qui peut tenir une équipe.
Oui, c'est ça. Après, encore une fois, l'année prochaine, ce sera un révélateur, mais là, c'est sûr que il y avait un groupe qui était quand même assez solide. Il a été extrêmement bien utilisé, notamment par le coordinateur offensif Arthur Smith. L'année prochaine, il faudra voir comment il va digérer le contrat. Déjà, savoir quel contrat il va toucher, hein, parce qu'encore une fois, il va quand même passer d'un statut de joueur arrivé en tant que backup à un statut de titulaire qui a quand même amené Tennessee en finale de conférence. Donc déjà, il va falloir également l'absorber, hein, ce contrat, quand on sait que les contrats de quarterback NFL, même de courte durée, c'est quand même pas donné. C'est quelque chose qui va être quand même différent, avec un coaching staff qui du coup lui a donné beaucoup plus de responsabilités, encore plus en l'occurrence cette année, que cette année j'entends. Donc ouais, je sais pas. Pour l'instant, j'attendrai pour vraiment m'enthousiasmer sur Ryan Tannehill. À Miami, il n'avait pas été si mauvais que ça. C'est juste que il a fait des playoffs avec les Dolphins, faut pas l'oublier. Mais c'est juste que oui, il semblait déjà un peu moins impressionnant que ce qu'on en a vu dans la deuxième partie de cette saison 2019. Je suis en train d'essayer de trouver l'âge pour comparer. Ryan Tannehill a 31 ans et Nick Foles a 31 ans. Foles a signé avec les Jaguars pour 4 ans et 88 millions de dollars, dont 50 millions garantis à l'intersaison dernière. Donc, je suis pas sûr qu'il prétende à moins. Hein. Bah, c'est ça, faut voir pour combien il le signe. Encore une fois, Foles il signe avec un statut de MVP du Super Bowl. Tannehill en est pas là, mais bon, Tannehill peut quand même s'en sortir avec un bon petit contrat à au moins 18 millions la saison. Hein. Ouais, ça m'étonnerait pas du tout. Selon vous, quels vont être les free agents les plus convoités de l'intersaison? C'est toujours les questions de girl power. Bon, là, on n'y est pas encore. On va faire une émission preview. Je vais botter en touche comme ça. On va faire une émission preview de la free agency où on aura tous les noms. Ce sera peut-être plus simple plutôt que d'en oublier. Mais après, il y a une grosse cuvée de quarterback, en tout cas sur le papier, et avant les franchise tags et avant, voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger d'ici le mois de mars. Hein. Il y en a qui vont être signés, il y en a qui vont être tagués, etc. Mais d'ici là, on a cité Tannehill, Tom Brady est libre, Drew Brees est libre, Dak Prescott est libre pour le moment s'il n'est pas tagué. Philip Rivers, Jameis Winston, voilà, il y a Marcus Mariota pour. On en parlait en interne dans la rédaction avant l'émission, c'est pour ça que je dis ça. Il y a pas mal de monde. Hein. Après, il y a même des Case Keenum, des mecs comme ça un petit peu. Andy Dalton qui devrait être disponible pas en free agency mais en échange. Teddy Bridgewater, et ça peut être quelque chose à surveiller du côté de New Orleans, savoir si on continue avec Bridgewater puisqu'il a montré pendant l'absence de Drew Brees ou si on prolonge. On va dire la star locale de pratiquement les 2 dernières décennies. Et puis je réponds aux 2 dernières questions de Girl Power qui étaient: ça fait un moment qu'on n'entend plus de répondeurs, les troupes ont-elles déserté ou y a-t-il eu un contre-ordre? Alors je le dis, on a coupé un peu le répondeur, on le réutilisera peut-être par dose sur des thèmes précis, mais c'est vrai que on apprécie et on remercie tous ceux qui ont appelé, mais ça commençait à être tout le temps les mêmes personnes qui appelaient, donc comme on voulait qu'il y ait un peu de renouvellement, on va peut-être cibler par événement plus ciblé. Et puis Raoul a-t-il tout ce qu'il faut dans les règles cette fois? Écoutez, on croise les doigts, en tout cas pour l'instant, au moment où on se parle, tout va bien. Mais je t'avoue que j'ai eu un petit j'ai eu un petit moment de stress au moment où dans un des tweets aujourd'hui, tu sais, j'annonçais le programme du site pour les 15 jours à venir et où j'ai marqué un journaliste sur place. Et tu vois, j'étais moyen au moment de le taper. Je me disais bon. Mais de toute façon, je suis sûr que t'es en option B, non? Non, c'est pas moi en option B. On a une option. On a un Canadien en option B qui peut descendre facilement. C'est ça. Que dalle 67. Au regard des performances réalisées par Mahomes en début et fin de saison régulière ainsi que celles réalisées en playoff, n'était-il pas destiné à remporter le titre de MVP une 2e année consécutive sans sa blessure? C'est vrai qu'il avait commencé très 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 fort au début de l'année. Hein. Oui, non, mais ça c'est sûr que forcément sa blessure un peu lancinante a joué contre lui. Les chiffres sont pas aussi ébouriffants que l'année dernière. Après, on l'avait dit, hein, que répéter 2 saisons à un tel niveau, c'était un peu compliqué, mais c'est sûr que déjà, il fait une excellente saison et bon, après c'est les règles du jeu. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait de bonnes saisons et qui, pour cause de blessures, Carson Wentz en est l'exemple le plus fameux lors de la saison 2016, donc c'est vrai. 2017, pardon. Donc ouais, non, c'est sûr que oui, ça peut se regretter après au vu de ce qu'a montré Lamar Jackson et dans une moindre mesure Russell Wilson. Bon. Il y aurait eu un beau match. Voilà. Il y aurait eu un beau match. Hello la team, question de Koropo. Vous êtes Jimmy G hier soir. Ne seriez-vous pas un poil frustré de ne pas lancer un ballon pendant plus d'un quart-temps? Le jeu au sol marchait très bien, ok, mais est-ce un manque de confiance du staff? Alors je pense pas que ce soit un manque de confiance, mais le sportif en toi, est-ce que tu t'ennuies un peu ou pas si on te dit tu fais que donner le ballon?
Si t'aimes bien faire des end-off, des tosses, ça peut être sympa, hein. D'une certaine manière, tu vois, sur des petites tosses comme ça, tu lances le ballon, hein. C'est toujours ça de... Non, mais bon, oui, c'est sûr que ça va pas être ce qu'il y a le plus excitant. Après, encore une fois, enfin, je veux dire, quand l'attaque roule... Mais voilà, alors tu vois, moi je me suis posé la question en lisant cette question-là, quand je l'ai prise tout à l'heure et que je l'ai notée, j'essayais de comparer à un truc le plus proche que j'ai vécu. Alors évidemment, j'ai jamais été joueur NFL et je serai jamais joueur sur NFL sur un terrain. Mais ayant joué au basket, par exemple, rien qu'en loisir, je me disais, évidemment, j'aime bien prendre des shoots, c'est plus drôle. Mais quand le ballon circule, et même si c'est pas toi qui marque et que ça tourne bien et que l'équipe déroule et que t'écrases ton adversaire, moi, je pense que tu kiffes aussi, quoi. Non, mais après, c'est toujours la même chose. C'est toujours une question de tempérament. Est-ce qu'on a un côté un peu plus individualiste, entre guillemets? C'est sûr que si tu me poses la même question avec Aaron Rodgers, je me dis peut-être que Rodgers, ça l'aurait fait chier, peut-être de lancer que 8 ballons sur le match. Garoppolo, ça a l'air quand même d'être un team player, un joueur qui a l'air avant tout de s'intéresser aux résultats plutôt qu'à sa fiche de stats. Donc, je suis pas sûr et certain que ça l'ait ennuyé plus que ça. Mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est mon côté San Antonio Spurs. J'aime autant faire la passe que tirer. Bah ouais, écoute. S'il lance 8 ballons et qu'il fait 2 interceptions, là, à mon avis, il a méga la rage. Mais en l'occurrence, c'est pas le scénario de ce match. Non, mais voilà. Mais ouais, non, moi, je pense que si ton équipe déroule bien sur une soirée, ça peut. Il n'y a pas de souci. Question de Daniel Aporto, question provocatrice. Y a-t-il trop d'équipes en NFL? Je m'explique, je trouve que le niveau des matchs de playoff n'a pas été au niveau de ce que pour espérer pour la NFL. Est-ce que le niveau ne serait-il pas supérieur, meilleur, si le nombre de bons joueurs universitaires ayant le niveau NFL était réparti par moins d'équipes? Wow. Mathématiquement, forcément, si moins il y a d'équipes, plus les équipes sont fortes, puisque tu réunis les meilleurs joueurs dans moins d'équipes. Donc oui, mais après, déjà ça n'arrivera jamais. Oui, mais j'ai du mal à comprendre en quoi ça explique le fait que le niveau des playoffs soit forcément... le talent est plus dilué qu'il y a quelques années, quoi. Enfin, quand je dis il y a quelques années, maintenant, c'est il y a 20 ou 30 ans, quoi. Ouais, je sais pas, je partage pas à 100% l'analyse, mais oui, non, je sais pas, ça me saute pas aux yeux. Encore une fois, c'est juste une question que y a des équipes qui sont sans doute un poil mieux coachées cette saison et en plus on a quand même l'arrivée de profils qui sont de plus en plus de plus en plus hybrides en fonction des positions. Donc je pense pas que ce soit fondamentalement le fait d'avoir et puis c'est toujours pareil, on dit des joueurs de bon niveau. Moi je fais quand même partie de ceux qui expliquent que un joueur qui sort de l'université, il est pas forcément bon dans une équipe parce qu'il était uniquement bon à la base. C'est aussi parce que l'équipe qui le récupère sait l'utiliser au mieux. Donc j'ai un peu mal avec le côté il y a beaucoup trop d'équipes, donc du coup on se retrouve avec des équipes qui sont pas très très bonnes, ou en tout cas qui ont beaucoup de trous. Voilà, après faut aussi savoir optimiser tous les joueurs qu'on a à disposition. Il y a des coachs de position qui sont là pour ça et des coordinateurs en l'occurrence, donc je rejoins pas complètement cette analyse en l'occurrence. Et puis, il faut pas idéaliser trop le passé. Intrinsèquement, les joueurs sont quand même meilleurs qu'il y a quelques années. Enfin, tu vois, sont mieux préparés physiquement. Si je parle par rapport à il y a 20 ou 30 ans où il y avait moins d'équipes, les joueurs étaient quand même moins forts qu'aujourd'hui. Tu vois, même un moins bon joueur d'aujourd'hui, avec les qualités physiques et la préparation, etc., qu'on a maintenant. Bah oui, parce que c'est pareil. Je veux dire, on ne fera pas croire qu'à l'époque, il n'y avait pas des joueurs qui sortaient vraiment du lot. Tu n'avais pas vraiment 2-3 stars par effectif. Et puis après, les autres souffraient vraiment de la comparaison. T'avais moins de programmes de première division déjà en college football, donc forcément avec un niveau de compétition qui était déjà un peu moindre. Donc là encore, je suis pas sûr qu'il y avait peut-être moins d'équipes à l'époque, mais c'est pas forcément pour ça que le talent était aussi fourni qui peut l'être au jour d'aujourd'hui avec 32 équipes. Petit rappel des règles rapides, Grégory, question de Clément Auchon. On a encore vu un TD avec des trick plays des Titans pour le touchdown du tackle Dennis Kelly. Quand est-ce qu'un joueur de ligne offensive devient éligible pour une passe? En tant que téléspectateur, comment peut-on s'en apercevoir avant que le jeu démarre? Alors quand on est téléspectateur, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais en tout cas quand on est dans le stade, généralement c'est quand même annoncé au micro que y a un 6e lineman qui occupe un peu une position de tight end et qui devient éligible. Après c'est la possibilité à la défense de s'adapter ou pas, en prenant forcément en compte le fait que le lineman, de par forcément ses obligations habituelles, a peut-être pas forcément des mains aussi fiables que d'autres et
peut forcément a plus de chances, on dira, de dropper le ballon qu'un receveur classique. Mais généralement, c'est annoncé dans le stade. À la télévision, c'est déjà un peu plus compliqué à identifier, on est d'accord. Et donc la règle, c'est qu'il est éligible parce que il n'est pas, il y a un lineman supplémentaire en fait. C'est ça. C'est encore une fois, il est dans l'alignement, on dira, dans l'alignement de la ligne offensive. Sauf que du coup, il est en plus, il est un peu plus écarté. Il est dans une espèce de position de tight end en dehors des cinq joueurs traditionnels. Question de Fidel Gastro, on regarde la saison qui se termine. Quelle équipe a selon vous effectué la meilleure draft en avril dernier et qui s'est le plus planté? Wow. J'en profite parce que je t'ai sous la main. Ah merde, j'ai pas travaillé ça. Écoute, j'essaie de regarder San Francisco. Du coup, il y a Nick Bosa, mais j'essaie de voir si éventuellement. Il y a Nick Bosa, Deebo Samuel quand même. Allez, on va dire San Francisco. C'est costaud quand même. Surtout qu'il me semble qu'ils ont récupéré un petit joueur également sur les lignes offensives. Je vais pas me tromper, mais non, c'est assez cohérent. Et la pire, est-ce que t'en as une qui te vient? C'est compliqué la pire. Parce que par définition, c'est des mecs qu'on n'a pas vus vraiment, donc. Je sais pas, t'es là enchaîné sur une autre question, juste le temps que je regarde ou... J'en ai, non, parce qu'en plus derrière c'est la dernière, donc. Ah merde, c'est con ça. Attends, je vais te dire, on peut regarder les. Je te donne le premier tour, on va chercher dans le premier tour par exemple qui s'est bien planté. On a Kyler Murray, Nick Bosa, Quinnen Williams, Clelin Ferrell, Devin White pour les Buccaneers. J'ai trouvé, alors c'est peut-être un peu dur. Dis-moi. La draft de Cincinnati. Mais alors, c'est dur dans le sens où il y a quand même des blessés. Parce que Jonah Williams, je crois que c'est Drew Sample leur deuxième tour. C'est des joueurs qui se blessent assez rapidement. Un Jermaine Pratt, le linebacker, au troisième tour, c'est un joueur qui était un peu plus attendu aux rotations et qu'on a balancé tout de suite dans le grand bain. Donc c'est peut-être un peu sévère quand même de les mettre dans cette position-là. Après, en termes de bonne draft, j'essaie de voir, faut que j'aille un petit peu plus bas du coup. On fera un petit. J'essaierai de rebalayer ça, mais il me semble que Buffalo a pas fait des trucs mauvais avec notamment Ed Oliver et Devin Singletary, donc non. Mais c'est vrai que San Francisco, encore une fois. Honneur quand même à une équipe qui est au Super Bowl. C'est vrai que certes ils avaient le deuxième choix l'année dernière et ils ont récupéré un joueur assez phénoménal sur la ligne, mais le reste de la draft a quand même été assez cohérente. Le deuxième choix, toutes les équipes n'arrivent pas à faire quelque chose. On est d'accord. C'est eux qui avaient drafté Solomon Thomas il y a quelques années. C'est pas pour ça que ça s'est transformé en succès. Voilà. The Manant, pour terminer, le MVP de cette année est presque assuré sauf grande surprise. Vous voyez qui l'année prochaine dans votre boule de cristal qui garantit tout? J'aime bien les pronostics à un an qu'on ne vérifiera pas, donc tu peux donner n'importe qui. Hein. Oui, c'est sûr que par les temps qui courent, on vérifie jamais ce genre de choses. Je sais pas. On peut dire Mahomes éventuellement pour une année sans blessure. Après. Ah ouais, oui, je vois bien Mahomes en plus se venger de l'année avec blessure, confirmé en mode MVP. S'il gagne en plus le Super Bowl derrière, là, c'est la totale. Parce que par contre, s'il perd le Super Bowl, il y a gueule de bois du Super Bowl, il peut pas être MVP. Les mathématiques sont impitoyables. Donc, ou alors, vas-y, j'ai un MVP improbable. Tom Brady quitte New England. Oula. Les Patriots tentent Jameis Winston. Jameis Winston est MVP. Ah putain. Et s'il y a bien une équipe où je vois pas Jameis Winston, c'est New England avec Belichick. Hein. Notez-le. Ouais, notez-le bien, parce qu'à mon avis, ça n'arrivera pas. Déjà, Tom Brady quitte New England, déjà, c'est... Ouais, bon. Mettez $1 dessus à Las Vegas, ce dollar vaut $1 million. Non, mais j'essaierai de plancher là-dessus des Patriots. D'ici l'année prochaine, j'essaierai de plancher là-dessus, voir qui est le plus crédible. C'est comme ça que se termine l'épisode 340 du podcast Touchdown Actu. On vous rappelle que l'émission du lundi, pendant le mois de janvier, j'ai du mal à m'y faire. L'émission du début de la semaine, en tout cas, vous est présentée par le Hard Rock Café Paris, qu'on remercie de nous soutenir. N'hésitez pas à y aller pour vos repas et pour le rock and roll et les reliques musicales, évidemment. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. LOS75 et Loulou se sont ajoutés cette semaine. Pour nous suivre, touchdownactu.com, bien sûr, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @touchdownactu en entier, @Yellow Radiosa pour Grégory sur Twitter, @Alamatei pour moi-même, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Sarben pour les camarades que nous allons retrouver au fil de la saison, puisque nous retrouverons Raphaël pour la preview du Super Bowl et on retrouvera plein de monde pour le Super Bowl. Ouais, je peux le dire, j'ai teasé dans le fauteuil, j'ai dit il y aura plein d'invités, mais il y aura Grégory qui sera là, il y aura Raphaël, il y aura Camille, donc il y aura tout le monde. Ah oui, dans le fauteuil de fin d'année. Du coup, j'ai complètement oublié. Mais oui. Alors je l'ai précisé, comme il n'y a que 2 places dans le fauteuil, vous tournerez en fait, vous serez mes invités tournants. À quelle heure? Je n'ai pas entendu, tu l'as peut-être dit, mais... De 22h à minuit.
Ah, à la bonne heure. Et oui, fauteuil rallongé. Rallongé. Mais c'est bien parce que l'année dernière, j'avais quand même fait un tunnel de 2 heures tout seul. À la fin, j'étais déshydraté. Donc là, je vais avoir des gens pour m'aider. C'est quand même plutôt pas mal. Donc oui, fauteuil à 22h. Mais avant ça, il y aura donc la preview du Super Bowl. Ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Et puis donc on se retrouve en chair et en os pour le Super Bowl. On vous rappelle encore une fois que l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit